Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps, pour être honnête. Elle s'appelle « Que sont devenus ces youtubeurs ?» que je vous invite d'ailleurs à aller voir après avoir regardé cette vidéo. Et je me suis dit que cette semaine, pour fêter cet été, ma foi, assez pluvieux, disons-le, j'allais vous parler de certains scandales autour des youtubeurs ou des youtubeuses. Ces scandales font partie de l'ADN de YouTube, et perso, je trouve ça cool de vous remémorer quelques petits souvenirs. Alors, c'est un épisode pilote. Dans cette vidéo, je vous parlerai seulement que de 5 scandales français et américains, parce que vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a aussi pas mal de scandales. Mais si ça vous plaît, je ferai une série de vidéos en plusieurs parties. Parce que là, rien que de tête, j'en ai environ une vingtaine de scandales qui n'attendent qu'une chose, d'être raconté. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo peut vous plaire en mettant un like, et également si vous avez des scandales en tête, l'espace commentaire est là, faites-vous plaisir. Je tiens quand même à faire 2 disclaimers. Premièrement, vous raconter ces scandales n'ont pas pour but de refoutre le bordel autour des youtubeurs visés. Ces scandales font partie désormais de l'histoire de YouTube, et le seul but de ma vidéo, c'est de vous divertir. Également, je ne vais pas faire référence au scandale de etc. Parce que tout d'abord, vous allez voir qu'on va surtout parler du contenu des youtubeurs qui ont créé un scandale, mais également, je voulais que ce type de vidéo soit assez lisse, pas trop sombre. Bon, même si vous allez voir, certaines histoires sont quand même assez sombres, et je pense que vous m'avez compris. Donc si vous voulez des scandales un peu plus sombres, je pense que vous n'aurez aucun mal à trouver des youtubeurs qui en ont parlé. N'hésitez pas à les chercher par vous-même. Merci. Bref, mesdames et messieurs, je vous laisse avec la collaboration du jour, et ensuite, on pourra commencer avec le premier scandale. Je remercie HelloFresh qui sponsorise cette vidéo. Alors, je crois que sur cette chaîne, vous commencez à connaître HelloFresh puisque j'en ai souvent parlé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, HelloFresh est le leader mondial des kits repas avec plus de 8 millions d'utilisateurs au premier trimestre 2023 et est présent dans plus de 18 pays. D'ailleurs, si vous voulez commander, sachez que le site est très facile d'utilisation. Vous avez juste à vous inscrire, vous choisissez jusqu'à 5 recettes parmi les 20 recettes proposées par semaine et en 2 jours, vous recevez votre box. Et surtout, c'est sans engagement. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous le souhaitez et le reprendre dès que vous avez envie de recommencer. Vous y trouverez les ingrédients frais et prémesurés afin de ne pas gaspiller et surtout les fiches recettes qui vous indiqueront à la lettre comment réaliser la recette que vous avez choisie. Alors perso, je suis assez catastrophique en cuisine et l'avantage c'est qu'avec ces fiches recettes additionnées aux quantités qui sont grammes près, j'ai pu faire des recettes qui, on peut le dire, étaient quand même vachement bonnes. Même si pour vous l'avouer, elles n'étaient pas aussi bien présentées que sur la fiche. L'avantage avec HelloFresh, c'est le fait que les recettes sont adaptées pour tous les goûts et pour toutes les envies, avec beaucoup de légumes gourmands, des options de recettes calories smart, végétariennes, flexitariennes. Voilà, la liste est longue, mais tout est clairement indiqué sur le site. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien en description, ça vous permettra de commander votre box à partir de 2,50 € par repas. Voilà, faites-vous plaisir. Mesdames et messieurs, maintenant il est temps de passer à la vidéo. En 2016, l'ère du podcast est encore tendance, et forcément, vous en doutez, au-delà des youtubeurs les plus connus comme MrV, Norman, Cyprien, beaucoup d'autres youtubeurs moins connus s'y sont essayés. Alors en vrai, si vous cherchez, vous verrez qu'il y en a une blinde. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un youtubeur qui avait le potentiel de devenir une star sur YouTube, mais malheureusement pour lui, Internet en a décidé autrement. Matt Podcast lance sa chaîne fin 2011, et comme beaucoup, il crée sa chaîne pour gagner en popularité. Il va donc commencer à essayer de faire ce qui marche, comme des canulars, des défis, ou encore une parodie de la série Bref de Ken Kojandi. Alors, pour ceux qui n'étaient pas encore sur YouTube, sachez qu'à l'époque, il y avait une tendance qui était de faire une parodie de Bref. Voilà. D'ailleurs, c'est que moi, personnellement, j'avais pas mal aimé, c'était celle du Grand JD. Mais aujourd'hui, je voulais parler du jour où un énorme scandale a éclaté autour de ce youtubeur. Nous sommes le 9 février 2016, quand sur le forum jeuxvideo.com, un topic sort écrit par un certain Jungkook, qui est d'ailleurs le nom d'un des chanteurs du groupe BTS. Ne me demandez pas pourquoi je sais ça. Alors, dans ce topic, il montre que Matt Podcast plagie pas moins de 7 vidéos du youtubeur Motoki, mais également des vidéos de Marcus Butler et Andrew Go. Les mêmes textes, une réalisation quasi similaire, ou même des fois, il va reprendre des plans tirés des vidéos du youtubeur américain. Le topic commence à faire du bruit sur les réseaux, et une vidéo va mettre le feu aux poudres, celle du roi des rats. Dans sa vidéo, il reprend ce que dit le topic en prenant les passages cités et en faisant un montage pour imager les propos du topic. Et là, ça va encore plus buzzer. Mais genre pas un peu, ouais, tranquille. Non. Sur Twitter, le hashtag MattPodcastPlagiat est en tendance avec pas moins de 35 000 tweets sous ce hashtag. Dites-vous quand même que NRJ en a parlé, Skyrock également, que des articles ont été pondus sur BuzzFeed, Huffington Post, Le Figaro, le Nouvel OBS. En fait, ce bad buzz a fait concrètement le tour de la France. Dites-vous, c'est quand même allé jusqu'aux États-Unis parce que des utilisateurs ont décidé de notifier Motoki, le youtubeur plagié, des malversations de Matt Podcast. Sauf qu'en fait, Motoki était déjà au courant. Depuis 2 ans. Il explique que déjà en 2014, il avait écrit à Matt Podcast sur Twitter et sur Facebook en lui disant qu'en soi, c'est pas un problème qu'il s'inspire de ses vidéos, juste il veut être crédité. Chose que Matt Podcast d'ailleurs ne fera pas. Et pour se défendre, Matt Podcast postera un commentaire qui explique qu'il a demandé la permission de s'inspirer de ses vidéos et que Motoki lui aurait demandé juste de le citer dans la description. Bon, le problème c'est que non seulement c'est Motoki qui allait le voir en DM parce qu'on l'a averti des plagiats, d'ailleurs on peut voir un moment que comme Matt
répond presque pas, bah, il finit par le menacer de strike. Mais en plus, il l'a presque jamais crédité. Alors, suite à ce bad buzz, il sera interviewé sur Énergie. Et c'est à ce moment qu'il décide de s'excuser. Non, je déconne. Moi, en fait, j'adore faire des vidéos depuis que je suis jeune, mais il y a un truc que je sais pas faire, c'est écrire. Bon, forcément, vous vous en doutez, ça n'a fait que raviver la flamme. Mais en vrai, quand on y réfléchit bien, c'est du vol de propriété intellectuelle. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'évolution du métier de créateur, bah, il se serait pris un procès. Mais pourquoi c'est allé aussi loin pour une affaire de plagiat? Alors oui, tout d'abord, ça reste du plagiat, et dans un métier comme celui-ci, bah, c'est pas très bien vu de plagier chez les autres. Également, à cette époque, c'était la mode des plagiats. Rappelez-vous juste de cette magnifique période des chaînes de top qui prenaient des articles américains et traduisaient ces articles en français pour en faire des vidéos. Mais surtout, à cette époque, YouTube avait pas mal de soucis. Et il y avait la règle du copyright qui commençait à faire pas mal jaser dans le milieu parce que bah, beaucoup de youtubeurs se prenaient des strikes pas forcément legit, et comme le robot était encore jeune, eh bien, bah, par moment, il pétait les câbles et strikeait sans raison. Dites-vous quand même qu'on est en 2023 et certains créateurs ont encore des soucis avec le robot YouTube. Alors maintenant, imaginez 7 ans avant comment c'était. Mais surtout, comme la monétisation était arrivée, eh ben, ça faisait seulement quelques années que les créateurs pouvaient gagner leur vie grâce à ce métier. Et forcément, quand un créateur repompe l'intégralité d'un contenu et tape des centaines de milliers d'abonnés et des millions de vues, eh bien quand il se fait épingler, personne ne va le louper. Logique. Après, c'était aussi nouveau. Et disons-le, de voir qu'on pouvait se prendre une aussi grosse sauce pour du plagiat, je pense que ça a permis à beaucoup de créateurs de se dire bah, si je sais pas écrire, je vais peut-être pas faire de vidéos qui nécessitent de l'écriture. Alors pour conclure, Matt Podcast a invité Motoki à Paris pour se rencontrer et faire une vidéo pour clôturer cette histoire. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Matt lui propose de lui payer le trajet avec l'argent qu'il a gagné grâce à ces vidéos qu'il a plagiées. Pour le coup, je trouve que c'est un joli move. Motoki explique dans sa vidéo qu'il n'a pas envie de haïr les gens et qu'il préfère crever l'abcès. Et concrètement, cette vidéo, c'est juste un roast envers Matt Podcast. Voilà. Mais au moins, Matt Podcast va dire qu'il s'excuse et qu'il a appris de ses erreurs. Sachez d'ailleurs que Matt a sorti une vidéo qui parle de toute cette affaire récemment et il explique ce qui s'est passé pour lui après son bad buzz. Il parle également du moment où il essayait de vendre une formation pour devenir youtubeur. Ce moment aussi était assez magique. Bref, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent peut-être ce qu'est devenu Matt Podcast aujourd'hui, eh bien sachez qu'il stream régulièrement sur la plateforme Twitch en jouant au poker et que ça a l'air de fonctionner pour lui. Voilà. Affaire suivante. Ah là là, les chaînes pour enfants. Alors vous savez qu'en France, ça fait beaucoup de débats depuis des années, pour plusieurs raisons que je vais pas vous énumérer là, parce que bah, j'en ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. Mais en gros, des parents savent que les chaînes avec des enfants, ça fait beaucoup de vues. Qui dit beaucoup de vues, dit beaucoup de thunes. Et donc les parents enchaînent les vidéos avec leurs enfants. Et si de base en France, bon, ça va, il y a un petit peu d'exploitation, eh bien aux États-Unis, c'est un autre level. Et là, une question me vient, franchement, est-ce qu'on est vraiment surpris? Bref, laissez-moi vous parler de la chaîne Daddy05. Cette chaîne est composée des deux parents, du nom de Heather et Mike, et de 5 enfants. Elle a été créée en 2015 et le but de la chaîne, comme il est écrit, c'est de vouloir faire en sorte que leur vie soit comme un super film. Et donc ils ont créé cette chaîne pour le fun. Alors le mot fun, mettez-le bien de côté, vous allez voir, ça va être important pour la suite. La chaîne fonctionne plutôt bien, des centaines de milliers de vues, des centaines de milliers d'abonnés débarquent, ils mélangent du gaming avec des vlogs, une chaîne un peu fourre-tout avec des vidéos créées par une famille qui attire des viewers. Mais il y a également un concept qui va transformer la chaîne et littéralement la tuer, les pranks. Alors en soi, les pranks, ou si vous préférez en français les caméras cachées, c'est pas bien méchant. C'était la mode dans cette période de YouTube. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est qu'on a quand même pas mal bouffé. Sauf que les pranks sur cette chaîne vont commencer à être de plus en plus violents moralement pour les enfants. Et oui, parce que rappelons-le, hein, ce sont les enfants qui sont visés dans les pranks. Et donc la manière dont il faut réaliser cette caméra cachée, c'est quand même différent d'un adulte. Pour un enfant, c'est bien plus impactant, il faut donc faire attention à la manière dont tu vas la réaliser. Et en fait, beaucoup se sont rendus compte que quand le petit Cody se faisait prank, eh bien sa réaction n'était pas du tout positive. Bien au contraire. Forcément, les internautes ont commencé à s'intéresser de près à cette chaîne, qui va commencer à se faire lyncher, les parents étant accusés de maltraiter leurs enfants pour faire des vues. Parce que dans ce milieu, on le sait, plus le prank sera vicieux, et plus la vidéo risque de faire des vues. Les parents voient que quand Cody est l'enfant pranké, les vidéos marchent bien mieux qu'avec les autres. Et donc ils vont se dire naturellement, et si Cody allait être le souffre-douleur de la chaîne? Waouh! Incroyable les parents. Alors du coup, ils vont continuer, peu importe l'impact que ça peut avoir sur leur enfant, peu importe les réactions négatives des internautes, ce qui compte, c'est que ça fasse masse de vues pour rapporter un max de blé. Et vous en doutez, il va y avoir le prank de trop. Dans cette caméra cachée, on peut voir le couple accusé à tort, le petit Cody d'avoir renversé de l'encre bleue sur la moquette de sa chambre. Mais pas accusé genre oui, c'est pas bien Cody, pourquoi t'as fait ça? Non, non, non. Écoutez juste comment gueule la mère. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un gueuler aussi fort. Et je suis sérieux. Et malgré le fait que l'enfant pleure, se mette à genoux en disant que c'est pas lui en boucle, il continue de lui hurler dessus tout en le filmant.
Waouh. Et dites-vous que c'est tellement violent qu'un autre enfant se met aussi à pleurer alors qu'il n'est pas visé. Voilà. Rappelons-le, hein, ils ont créé cette chaîne pour le fun. Alors forcément, suite à cette vidéo, c'est parti en vrille sur les réseaux sociaux, mais à un tel point que le couple a fait une vidéo pour s'excuser de cette caméra cachée qui allait malheureusement trop loin. Et si vous voulez savoir, ils se sont pris le plus gros karma de l'histoire de YouTube. Je suis sérieux. Tout d'abord, la chaîne a été supprimée de YouTube pour non-respect des règles. Ça, c'est fait, hein. On part quand même de base avec une chaîne pour enfants. Pour se faire bannir, faut le faire. Mais surtout, la garde de leur enfant leur a été retirée et donnée à la mère biologique suite au bad buzz de la vidéo. Mérité. Oui, vous allez voir dans cette série de vidéos que quand on parle d'un scandale qui est aux États-Unis, ça part toujours giga loin. Et bref, pour conclure, le bureau du procureur a décidé de poursuivre le couple pour négligence et maltraitance, et le tribunal a finalement décidé de condamner les deux parents à 5 ans de mise à l'épreuve. Ils conservent la garde de leurs 3 enfants les plus âgés, mais il leur est formellement interdit d'entrer en contact avec les 2 plus jeunes. Je conclus cette histoire avec un seul mot: mérité. J'ai parlé des questions cons dans ma précédente vidéo, que je vous invite bien entendu à voir, je vous dis ce qu'ils sont plus ou moins devenus, et je me réservais ce petit scandale de côté, parce que mine de rien, il est important. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, il n'est pas rare de voir une vidéo avec le créateur qui fait la promotion d'une marque. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, il est rare de trouver une vidéo où le créateur ne fait pas la promotion d'une marque. Vous connaissez HelloFresh? Mais vous en doutez, si aujourd'hui, voir un créateur faire de la publicité pour une marque, ça choque pas, même si la marque n'a rien à voir avec le contenu tant que le produit vendu n'est pas illégal, à l'époque, c'était quand même une autre histoire. À l'époque, beaucoup ont quitté la télévision pour se réfugier sur YouTube, entre autres parce que des personnes comme vous et moi créaient du contenu sans aucune prétention. Et ce qui est cool, c'est qu'il y avait peu de publicité. Mais au moment où la monétisation est arrivée sur YouTube, il y a eu quand même un changement. Les créateurs se rendent compte qu'ils peuvent quitter leur métier pour devenir créateurs de contenu, et en plus, s'ils engagent des gens pour les aider, les vidéos pourront être de meilleure qualité et encore mieux fonctionner. Alors, le concept d'équipe était rare entre 2010 et 2016, mais il existait quand même. On avait par exemple Chris de Poisson Fécond qui avait créé sa société et qui a partagé son évolution en vidéo. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sa chaîne cartonne beaucoup. Mais il y avait également la chaîne des questions cons. Étant composée de 4 youtubeurs, ils ont rapidement décidé de se prendre un local pour faire évoluer la chaîne. Mais forcément, ça a un coût, et les questions cons vont le payer cher. Au-delà de la monétisation, les placements de produits vont petit à petit arriver sur YouTube, notamment avec la création du network Mixicom qui était réputé pour être un network qui permettait une bonne perspective d'avenir. Ouais, je vous jure qu'à l'époque, les networks étaient bien plus utiles qu'aujourd'hui. Et encore, je suis pas sûr. Sauf qu'au début, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. À l'époque, quand on voyait un créateur faire la promotion, il y avait quelques règles morales, si je puis dire. Il fallait que la marque soit en rapport avec la vidéo et que le créateur soit assez naturel pour faire la promotion. D'ailleurs, les premiers à en faire régulièrement, de souvenir, c'était Cyprien et Squeezie sur la chaîne Cyprien Gaming. Et ça marchait plutôt bien, puisque le placement de produit, c'était le jeu qu'ils testaient. Du coup, on n'avait même pas l'impression qu'ils faisaient la promotion du jeu auquel ils jouaient. Alors que pour les questions cons, bon, disons-le, c'était pas pareil. Pour vous recontextualiser cette histoire, le 18 mars 2016, LQC sort une vidéo qui s'intitule « Quelle distance peut-on coller avec un tube de colle ?» C'est une question con des plus simples avec un Hugo qui est prêt à répondre à cette question. Durant toute la vidéo, il va tracer des lignes de colle pour, à la fin, compter le nombre de lignes qu'il a fait et convertir en mètres. Mais au milieu de la vidéo, il veut faire le test mais avec un tube de colle liquide. Mais n'en ayant pas sous la main, l'équipe va partir en acheter. Et ne sachant pas quoi faire, Hugo va prendre sa tablette et jouer à un jeu vidéo. Aujourd'hui, ça passerait sans problème, mais il est vrai qu'à l'époque, ça a quand même pas mal surpris, voire même choqué. Forcément, beaucoup d'internautes se sont indignés suite à ce placement de produit, à un tel point que le tatou va décider de faire une petite pause pour se remettre de ses émotions et se concentrer sur les futurs projets. En même temps, ça peut se comprendre, s'en prendre autant dans la tronche parce que tu veux gagner de l'argent. Aujourd'hui, ça paraît ridicule. Mais ce scandale est important parce qu'avant d'en arriver à aujourd'hui, avec des sponsors qu'on met et qui posent plus problème, quelques créateurs ont dû faire office de crash test pour tâter la température avec les viewers. Aujourd'hui, j'ai bien l'impression que c'est depuis l'arrivée de Red Shadow Legends et NordVPN, on peut mettre une sponsor à chaque vidéo sans problème. Les viewers et les youtubeurs sont bien plus décomplexés. Limite, maintenant, c'est normal. On peut que remercier les youtubeurs comme les questions cons d'avoir fait office de crash test durant cette période. Voilà. Merci. Alors là, je vais vous parler d'un youtubeur américain, et franchement, si je vous dis que c'est un bel enculé, je pèse mes mots. Croyez-moi. Jay Station crée sa chaîne en 2015 et son contenu se base principalement sur la tendance de 2015. Il va y avoir des pranks, des vidéos du type j'achète cet objet sur le dark web et comme c'est sur le dark web, c'est beaucoup trop bizarre. Oui, beaucoup ont fait des vidéos, ils achetaient des produits dessus parce que c'est trop bresson le dark web. Et en plus, disons que ça cartonnait quand même pas mal. Mais également des 24 heures challenge. Alors les 24 heures challenge de l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était la mode d'aller dans des magasins, des restaurants la nuit et d'y rester. En France, on a eu par exemple Ibra TV qui a fait ce concept, qui d'ailleurs cartonnait de fou. Mais rappelons-le, c'est illégal.
Et JayStation s'est fait griller. Il se fera arrêter par la police pour violation de propriété, et non seulement il verra sa chaîne se faire démonétiser, mais en plus, eh bien, la police va s'intéresser à son cas. Et voir que sur sa chaîne YouTube, le frérot, il a quand même fait beaucoup de vidéos où il reste dans une propriété privée sans autorisation, et va lui envoyer pas moins de 5 courriers avec un total de plus de 10 000 € d'amende. Bon, normalement, quand ça t'arrive, tu lèves le pied et tu te dis... peut-être que je vais pas continuer dans cette voie, parce que ça fait quand même cher la vidéo. Et donc, il va décider d'arrêter les 24 heures challenge. Mais ayant sa chaîne complètement démonétisée, il va décider d'en créer une nouvelle pour retrouver cette monétisation. Chaîne qui va plutôt bien marcher, puisqu'il va rapidement atteindre les 100 000 abonnés. Mais c'est surtout à ce moment qu'il va se lier de passion avec un nouveau type de contenu, les challenges 3 heures du matin. Alors, certains, vous ne connaissez peut-être pas ce challenge. En gros, à l'époque, il y avait un concept sur YouTube qui était d'ailleurs arrivé en France, qui consistait à appeler des numéros à 3 heures du matin. Mais genre, vous savez, les numéros qu'il faut pas appeler à 7 heures, sinon, bah, on sait pas trop ce qui va se passer, mais il faut surtout pas, hein. Les youtubeurs le font, mais vous non. Mais eux ils peuvent, mais pas vous, tu vois. Vous vous en doutez, personne n'est mort, tout était principalement fake, mais ça cartonnait quand même pas mal. Et JayStation va faire partie de ceux qui vont faire exploser leur chaîne avec ce contenu. Mais genre pas un peu. Certaines vidéos font plus de 10 millions de vues avec comme titre « J'ouvre mon Elmo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ». Alors, il y a du polyester, hein, bien sûr, tout le monde le sait, mais si c'est à 3 heures du matin... peut-être qu'il y a un monstre à l'intérieur. Bien entendu, il se passait toujours des trucs de fou, tout était scénarisé pour le divertissement. Et ce qu'on peut dire, c'est que JayStation n'est pas super apprécié. Il est beaucoup critiqué pour ses vidéos fake, et à part sa communauté, eh bien, il se fait principalement connaître parce qu'il est détesté. Et lui, il adore ça. Aimant être connu, et bien plutôt que de se remettre en question, il va continuer de faire des vidéos qui vont scandaliser pour faire encore plus de vues. Parce qu'on connaît tous cette phrase, bad buzz, still buzz. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé des statistiques de la chaîne, mais elle réalisait plus de 50 millions de vues par mois à ce moment-là. Et c'est là qu'il va commencer à vriller. Vraiment. Préparez-vous. Le Ouija est une planche avec des lettres et des chiffres qui permettent de parler avec les esprits. Et JayStation va avoir une idée. Il va se dire « Eh, mais si je contacte des esprits avec le Ouija en vidéo, ça va cartonner !» Sauf qu'on le sait, par moment, pour toucher une plus large audience, bah, il faut que le titre soit accrocheur. Et c'est là qu'il va décider de faire une vidéo qui s'intitule XXX Temptation Ouija Board Challenge at 3 AM Gone Wrong. Pour ceux qui ne connaissent pas, XXX Temptation, c'est un rappeur qui s'est fait tuer par balle en 2018 à l'âge de 20 ans et qui était énormément respecté. Et vous vous en doutez, la vidéo va être pas mal critiquée. Notamment par le fait qu'il y a beaucoup de publicité sur la vidéo, ou alors le fait que XXX Temptation est mort le 18 juin et que JayStation a sorti sa vidéo le 27 juin, soit 9 jours après sa mort. Attends un peu, peut-être? Non, mais attendez, parce que c'est pas fini. Après avoir fait XXX Temptation et s'est pris une grosse shitstorm, ça l'a remotivé. Et il décide de sortir Mac Miller Spirit Box Challenge at 3 AM Speaks About Ariana Grande. Normal. Mac Miller, c'est un autre rappeur décédé le 7 septembre 2018 d'une overdose. Et c'était également un rappeur très respecté. D'ailleurs, Seb a sorti une vidéo qui retrace son parcours. Je vous invite à aller la voir, parce que pour le coup, elle est vraiment cool. Mais dites-vous que Mac Miller décède le 7 septembre, et lui sort sa vidéo le 8 septembre. Un jour après. Dans le titre, il dit que l'esprit de Mac Miller parle de Ariana Grande dans la vidéo. Et Ariana Grande, qui est une artiste de pop, bah c'était une ex de Mac Miller. Ah, ce mec a vraiment honte de rien, quoi. Bon, il va faire encore plus polémique, du coup, vous en doutez. Mais de l'autre côté, eh bien, toutes ces polémiques vont faire drastiquement grandir sa chaîne. Toujours plus de 50 millions de vues, avec des centaines de milliers d'abonnés par mois. Sa chaîne va quand même atteindre les 6 millions d'abonnés. Comme quoi, au final, faire polémique, eh bien, ça peut marcher. Mais malheureusement pour lui, à vouloir voler trop près du feu, on finit par se brûler. Et il va réaliser les vidéos de trop. En janvier 2020, JayStation sort une vidéo qui s'intitule « Ma petite amie Alexia est morte, repose en paix ». Où dans cette vidéo, il explique que sa copine est morte tragiquement dans un accident de voiture. Pas mal de soutien auprès de ce youtubeur qui a l'air complètement désorienté. Bon... Sauf qu'il y a déjà un problème. Dans sa vidéo, il explique qu'il avait une chaîne avec sa petite amie du nom de Dream Team et que le rêve de cette femme, c'était d'atteindre le 1 million d'abonnés. Déjà, c'est un peu bizarre de pousser les gens à s'abonner pour une chaîne dans une vidéo où tu parles de la mort de ta copine. Ça, c'est un fait. Ensuite, il explique que des vidéos sortiront sur la chaîne Dream Team dans les prochains jours. Parce qu'avant de mourir, ils ont réalisé quelques vidéos qui ne sont pas encore sorties. Et là, les gens ont commencé à dire... C'est bizarre, non? Hein? Mais attendez, parce que c'est que le début. Le lendemain, il poste une vidéo qui s'intitule « Je fais mon dernier au revoir à ma petite copine Alexia, repose en paix », où il va à l'endroit où elle est supposée morte, et c'est en pleurs qui lui dit au revoir. Mais les gens ont compris que c'était vraiment très bizarre cette histoire, quand quelques jours après, il sort une vidéo qui s'intitule « Ma copine morte, table Ouija challenge à 3 h du matin, ça tourne mal ». Voilà. Là, le mec, il s'est dit « Allez, je fais le concept qui mélange plein de concepts, hein, ça va marcher, hein, genre, tu sais, la carte ultime, tant qu'à faire, autant essayer le tout pour le tout ». Et bah vous vous en doutez, il a fallu peu de temps pour découvrir qu'en fait aucun accident de voiture dans le coin n'a été recensé et que tout ceci n'était que pour faire du buzz en jouant sur la mort de sa copine. Sans surprise, ça va pas plaire du tout, hein. Moralement, faire croire à la mort de sa copine pour faire des vues, c'est pas fou, mais en plus quand tu fais 3 vidéos avec un challenge à la fin,
Il y a un moment, je pense qu'il faut juste se poser et se rendre compte de ce que tu es en train de faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a décidé de faire. Contre toute attente, il a fait une vidéo d'excuses expliquant qu'il arrête YouTube. Enfin, après que la police ait demandé à YouTube de démonétiser sa seconde chaîne et tout le contenu qui viendrait de J-Station à l'avenir. Il explique dans sa vidéo qu'il compte faire une longue pause de YouTube. Sauf que il va également, lui, se prendre un karma, puisque suite à cette vidéo, c'est quelques mois après que YouTube décide de supprimer la chaîne YouTube de J-Station et la chaîne Dream Team, renommée 666, après la rupture avec sa petite amie Alexia. Il postera un tweet le 13 mars 2021 expliquant qu'il a perdu sa chaîne et que c'est sûrement une erreur. Et YouTube répondra que non, ils ont bien supprimé ces chaînes pour non-respect des règles de YouTube, lui interdisant même de créer d'autres chaînes à l'avenir. Conclusion, ne prenez pas les gens pour plus cons qu'ils n'y paraissent. Le paranormal, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. De voir des émissions où le concept est de retracer les plus grosses histoires de paranormal et finir à minuit dans son lit avec l'impression que des fantômes sont dans les parages, je pense que c'est ce que beaucoup d'entre vous ont vécu. Les fameuses histoires avec la Dame Blanche, par exemple, qui nous terrorisaient à un tel point qu'on avait peur quand on rentrait de nuit en voiture ou quand on était devant un miroir à minuit, le sujet du paranormal a toujours fasciné les gens. Et ça, les réalisateurs de films et les youtubeurs le savent. Bref, aujourd'hui, je vais pas vous parler de la quantité astronomique de films sortis au cinéma, mais on va parler des youtubeurs au contenu paranormal. Personnellement, j'ai découvert ce contenu sur YouTube grâce au Grand JD, qui à l'époque s'amusait à aller dans des endroits dits hantés pour voir s'ils étaient hantés. Et bien souvent, pas grand chose se passait. Enfin, s'il y a un moment où il s'est passé quelque chose d'étrange en compagnie de la youtubeuse Silent Jill, mais ne vous inquiétez pas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et perso, j'ai beaucoup aimé les vidéos du Grand JD, parce qu'au-delà de l'histoire qu'il racontait autour de l'endroit où il se trouvait, il allait voir par lui-même si les activités paranormales étaient vraies, ou si ceci n'était juste qu'un bon coup marketing pour faire de la thune. Et oui, parce que le paranormal, c'est avant tout de la croyance. Et si vous êtes croyant, il y a de grandes chances pour que vous puissiez croire tout ce qu'on vous raconte. Parce que, rappelons-le, les seules sources, c'est... Frérot, crois-moi, je te jure que celui est tenté. Mais au-delà du Grand JD, un autre youtubeur paranormal arrive sur la plateforme, GusDX. À ses débuts, GusDX ne chasse pas les fantômes, il fait du Minecraft. C'était aussi il y a plus de 10 ans, Minecraft était très tendance, et en vrai, ça marchait plutôt bien pour lui. Notamment une série qui s'intitulait Beyond Minecraft, le but étant de jouer à Minecraft, mais dans un univers un peu plus sombre. Comme il le dit, cette émission vous propose de rentrer en contact avec ces entités qui hantent le jeu et que l'on peut rencontrer dans certaines conditions et dans certains lieux. Pour résumer, c'est un Minecraft en version paranormale. Et forcément, ce succès va lui donner des idées. Faire du contenu paranormal, mais en IRL. C'est dans sa vidéo du 12 juillet 2014 qu'il va réaliser sa première vidéo intitulée Chasseur de fantômes. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça va marcher. On a affaire à une vidéo avec une bonne ambiance, une bonne réalisation. Elle dure certes 1 heure, mais c'est tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer. Forcément, vous en doutez, comme ce contenu va mieux marcher que les autres, GusDX va se consacrer à temps plein sur ce contenu. Petit à petit, Minecraft va disparaître pour laisser place aux épisodes de Chasseurs de fantômes. J'ai découvert cette chaîne à l'époque d'ailleurs, quand il commençait à faire sensation, et pour le dire honnêtement, j'ai adoré sa chaîne. On avait des vidéos de 2 heures, mais il réussissait à nous faire rester dessus grâce à l'ambiance qu'il mettait. La première partie, souvent, c'était la découverte du lieu, ce qui était très intéressant parce qu'il passait en mode historien et on apprenait des choses. Et la deuxième partie, c'était le moment où il essayait de contacter les esprits. Alors, de temps en temps, il se passera des petites choses considérées comme paranormales, des voix, des bruits, rien de bien violent, mais assez pour qu'on se dise « Oh putain, c'est quand même effrayant ça. Il est 1h du matin, pourquoi je regarde ça ?» Même si, rappelons-le, tout ceci ne reste que de l'interprétation qui peut avoir une explication parfaitement rationnelle. Par contre, il y a un épisode qui à l'époque, moi, m'avait fait pas mal bader quand même, et sûrement ceux qui ont découvert GusDX à cette époque, celui sur l'ancien camp militaire de Tanaïs. Beaucoup de choses paranormales bien flippantes se passent dans cet épisode qui a fait pas mal réagir le jeune garçon croyant fortement aux fantômes que j'étais. Voilà. Je l'avoue. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter le scandale autour de ce youtubeur qui avait fait beaucoup réagir à l'époque. En soi, YouTube, c'est simple. Tu crées un contenu, les gens s'abonnent, et au fil des vidéos que tu crées, il faudra réussir à faire en sorte de ne pas lasser ces personnes qui se sont abonnées à toi. Tu vas donc faire en sorte de faire évoluer ton contenu petit à petit. C'est ce que GusDX d'ailleurs va faire. Au fil des épisodes, ils vont durer de plus en plus longtemps. Il sera accompagné d'un matos qui va grandir en quantité, mais aussi en qualité. Améliorer la forme des vidéos, et j'en passe. Il fallait que je la fasse cette blague. En soi, il va réussir à faire évoluer son contenu, chose qui va du coup plaire aux viewers. Le problème n'est pas là, mais il vient du contenu en lui-même. Dans une époque où les chasseurs de fantômes ont commencé à débarquer, que ce soit sur YouTube ou à la télé, avec des émissions françaises ou encore américaines, il devient de plus en plus fréquent de découvrir des phénomènes paranormaux. Le but étant de mettre en avant le sensationnel, puisqu'on le sait tous, un contenu sensationnel touche plus qu'un contenu normal. D'ailleurs, je sais pas si vous avez connu l'émission Ghost Adventures. C'était une émission où il y avait toujours énormément de phénomènes paranormaux, tu sais, genre de quoi être
un peu méfiant par rapport à ce genre d'émission. Mais c'est à ce moment-là que GusDX commence à avoir peur pour son avenir. Voyant que le contenu sensationnel cartonne beaucoup sur YouTube et à la télé, eh bien les viewers de GusDX risquent de partir pour regarder ce type de contenu plutôt que lui. D'un côté, ça semble assez logique, mais je me souviens que moi, personnellement, je regardais pas uniquement GusDX pour le sensationnel. GusDX, c'était une ambiance qui te prenait aux tripes, même quand il se passait pas grand-chose. C'était une histoire racontée autour d'un lieu, considéré comme hanté, et je pense que beaucoup suivaient les aventures de GusDX pour ça. Mais malheureusement pour lui, il va décider de commettre l'irréparable. En avril 2015, une nouvelle vidéo sort sur sa chaîne. Cette fois-ci, c'est à la tour Moncade que l'épisode a lieu. En soi, il se passe pas énormément de choses dans cet épisode. Il essaye de faire tout ce qu'il peut pour avoir un signe, et malheureusement, rien du tout. En plus, il explique dans cette vidéo qu'il souffre atrocement de la jambe et que pour lui, il est très compliqué de réaliser cette vidéo. Mais c'est à 1h40 de vidéo qu'il se passe ceci. On peut voir un objet bouger. Là, il n'y a plus de doute, GusDX arrive à capter un phénomène paranormal physique. La vidéo est plutôt bien reçue, même s'il y a quelques doutes de la part des sceptiques qui ne croient pas forcément aux esprits, ce qui est purement logique. Mais c'est là qu'une vidéo sort. Enfin, plutôt une série de 3 vidéos de la part du youtubeur Monsieur Sam, qui se permet de débunker cet épisode de GusDX. Il explique qu'il suit les aventures de GusDX depuis longtemps et que dans tous les épisodes, il n'a pas vu de choses qui pouvaient être irréfutables. Tout pouvait s'expliquer. Cependant, dans la tour Moncade, le phénomène est physique. Et donc, pour la première fois, on a affaire à quelque chose qui peut difficilement s'expliquer. Il va montrer dans ses vidéos que GusDX a découpé un carré pour cacher le trucage, que lui était à droite en train de tirer avec une ficelle, et grâce à la superposition des plans, il a pu se cacher au montage. Mais qu'il a, malheureusement pour lui, mal géré les contrastes entre les deux plans, pour cacher ce trucage. Suite à cette vidéo, GusDX répondra tout simplement que c'est parce qu'il a oublié de virer un calque qui est dans la vidéo. Mais c'est après avoir demandé à GusDX le rush complet de la caméra qui a filmé le phénomène paranormal, qu'il a la réponse sous les yeux et qu'il en arrive à la conclusion suivante: il n'y a pas de trucage. Eh bien, parfait, on peut passer à autre chose et continuer de regarder les vidéos de ce chasseur de fantômes. Ouais. Sauf que beaucoup déjà ne croient pas à cette histoire de fantômes et remettent en doute le discours de GusDX et de Monsieur Sam, ce qui est parfaitement normal puisque comme je le redis, tout ça, c'est avant tout de la croyance. Et c'est après des mois de soupçons et de nouvelles preuves qui montrent que l'épisode de la tour Moncade est truqué que GusDX sort une vidéo où il explique qu'en effet, c'était bien truqué. Un an après. Il explique aussi dans sa vidéo que ce trucage est le seul parmi tout le contenu qu'il a produit et qu'il a décidé de faire ce trucage car lors du tournage, sa jambe l'empêchait de mener à bien son expédition et donc il fallait quelque chose de spectaculaire pour le spectateur. Et il dira justement ce que je vous ai dit plus tôt. Il sentait une pression du résultat. Si c'était pas assez sensationnel, eh bien il se prendrait des commentaires négatifs de personnes qui sont déçues de voir que rien ne se passe. Monsieur Sam également sortira une vidéo pour s'excuser auprès de sa communauté en expliquant qu'il a menti pour protéger Gus. Il y avait bien un trucage, mais il a préféré, pour ne pas tuer la chaîne de Gus, dire que tout était vrai. Si j'ai voulu vous parler de ce scandale, c'est parce que je fais partie de ceux qui ont été beaucoup marqués par celui-ci. Je suivais GusDX en me disant que tout était vrai, j'avais pleinement confiance en lui, et de savoir qu'il m'a dupé, ça m'a beaucoup déçu, et j'ai directement arrêté de le regarder par la suite. Parce que finalement tu te dis, s'il a menti là, il peut mentir n'importe quand. Et tu te mets naturellement à remettre en doute toutes ses précédentes vidéos en te demandant si c'est vrai ou s'il y a également un trucage. Et c'est là toute la complexité de YouTube. Le créateur se sent vite pris dans un étau et il a cette impression que s'il ne fait pas du sensationnel, eh bien beaucoup risquent de partir parce que c'est pas assez incroyable. Sauf que c'est pas forcément vrai. Le Grand JD a fait beaucoup d'expéditions dans des milieux hantés où il se passait pas grand chose et pourtant sa chaîne a quand même très bien fonctionné. GusDX, au-delà du côté paranormal, il nous racontait une histoire autour du lieu. Il prenait du temps, mettait une ambiance. Au final, on était servi, peu importe ce qui pouvait se passer. Mais ce trucage va pousser GusDX à faire une pause de sa série Chasseur de fantômes. Il va d'ailleurs, durant cette période, reprendre les vidéos Minecraft. Et oui, par moment, il faut savoir revenir aux fondamentaux pour rebondir, mais également commencer à stream régulièrement sur la plateforme Twitch. Et c'est un an après qu'il revient avec une nouvelle saison de Chasseur de fantômes. Cette fois-ci, GusDX a appris de ses erreurs et ne compte plus briser la confiance de ses abonnés. Et ce qu'on peut dire, c'est que son retour a plutôt bien fonctionné. En termes de vues, il n'y a pas énormément de différence avec ses vidéos passées. Et surtout, je le savais pas, mais il continue encore aujourd'hui de faire des épisodes de Chasseurs de fantômes. Et ça fonctionne toujours très bien. Alors certes, il fait moins de vues qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui, la tendance des Chasseurs de fantômes a un peu diminué. Mais personnellement, je suis content de voir qu'il a su rebondir de cette erreur qu'il a commise et qu'après 6 ans, il continue de vivre de sa passion. Voilà. Comme quoi, avec un tout petit peu de remise en question, tu peux rebondir. Bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez voir que ça passe relativement vite alors que la vidéo fait quand même plus de 20 minutes. Mais si ce concept vous plaît, je vous invite bien entendu à laisser un like, à commenter et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre la cloche si vous voulez être notifié quand je sors une vidéo. Suivez-moi également sur Instagram, c'est le seul réseau social que j'utilise. Voilà, donc je vous préviens quand je sors une vidéo en story ou dans le canal de diffusion. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibzy.